Après les différents niveaux de tension, le nombre de conducteurs, les schémas de mise à la terre, les protections et les connecteurs, parlons un petit peu de convertisseurs, du rôle des convertisseurs, du rôle que les convertisseurs peuvent jouer dans la distribution en courant continu. Mais commençons par comparer un petit peu les notions, la manière dont on va contrôler un réseau en courant alternatif et un réseau en courant continu. L'objectif dans un réseau en courant alternatif, c'est d'assurer un équilibre entre la production et la consommation, mais plus particulièrement entre une production centralisée et contrôlable et une consommation qu'on ne peut a priori pas en tant qu'opérateur de réseau contrôler. Donc, ce qui va se passer à un moment donné, c'est que je vais mesurer que ma consommation est de 10 kW ou que mes charges veulent consommer 10 kW, mais que je n'ai que 5 kW de disponible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'autre sens. En courant continu, quelle va être la différence? Si je pense à une source constituée de panneaux photovoltaïques, toujours en tant qu'opérateur de réseau, a priori, je ne vais pas avoir le contrôle sur la production des panneaux photovoltaïques, ou, si on veut aller un peu plus loin, je ne vais pas vouloir la diminuer, je vais vouloir la maximiser et l'utiliser finalement comme je peux l'utiliser, mais je ne vais pas vouloir y toucher, si possible. Et donc, la production, elle ne va plus être centralisée, elle va être distribuée, mais elle va être, entre guillemets, incontrôlable. Et je vais pouvoir peut-être agir un petit peu sur la consommation. Je vais avoir certains types d'équipements que je vais pouvoir considérer comme des consommateurs et que je vais pouvoir contrôler. On va y venir. Donc, quelle est la solution de contrôle que je vais appliquer dans chaque cas? Dans le cas d'un réseau alternatif, ce que je vais faire, c'est mesurer l'évolution de la fréquence, puisque la fréquence du réseau va varier en fonction de ces différences de puissance consommée et produite. Si je cherche à consommer plus de puissance, ma fréquence va diminuer. Donc, je vais pouvoir utiliser cette information, cette mesure-là, comme un indice du fait que j'ai un déséquilibre et prendre des actions par rapport à ça. Ma fréquence diminue, je vais augmenter ma production, je vais démarrer une deuxième centrale pour alimenter plus mon réseau et assurer la consommation qui est demandée à ce moment-là. Dans un réseau de distribution en courant continu ou un micro-réseau, ce que je vais faire, c'est... je n'ai pas de fréquence à monitorer, je n'ai pas de fréquence à mesurer. Par contre, je vais pouvoir mesurer la tension qui va avoir des effets, qui va subir des effets un peu similaires. Si je cherche à consommer trop de puissance par rapport à la production, la tension va diminuer. Et donc, si je mesure une tension qui diminue, je vais pouvoir trouver une manière de donner plus de puissance. Et je vais le faire à travers ce à quoi je faisais référence tantôt, un organe qui est un organe qui est contrôlable, en considérant que je ne vais pas chercher à contrôler les autres, une batterie, je vais pouvoir soit injecter de la puissance, soit consommer de la puissance à d'autres moments. Dans ce cas-ci, je vais compléter ma production, disons, photovoltaïque, avec une puissance que je vais tirer dans mes batteries pour assurer la consommation. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que je ne vais pas chercher nécessairement à mesurer des puissances, je vais mesurer une grandeur physique qui était de ce côté-ci la fréquence, de l'autre côté une tension, une caractéristique du réseau, et je vais en déduire une action qui est ici d'injecter de la puissance supplémentaire. Alors, comment est-ce que mettons un petit peu des images là-dessus. Je vais utiliser donc... qu'est-ce que je vais piloter finalement? Parce que la batterie, c'est des cellules électrochimiques, c'est pas quelque chose que je peux contrôler en tant que tel. Ce que je vais pouvoir contrôler, c'est l'interface entre mon réseau de distribution, ce qu'on appellera en anglais le bus DC, et la batterie, donc un convertisseur DC-DC, qui, comme je le disais tantôt, permet de faire coexister des tensions un peu différentes de chaque côté. En tout cas, une tension
a priori plus variable de la batterie, puisqu'elle est liée à l'état de charge, et une tension qu'on va vouloir garder plus stable, plus fixe autour d'une valeur donnée du circuit de distribution. Et donc, première chose que je vais faire, ça a été un peu trop vite par rapport à ce que je voulais, si je constate que la tension de mon réseau de distribution est trop basse par rapport à la cible que je veux maintenir, je vais décharger ma batterie en injectant de la puissance sur le circuit de distribution. Et donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que, je dis je, mais c'est le convertisseur en lui-même, il ne va pas avoir besoin d'informations externes, il ne va pas y avoir besoin d'un contrôleur centralisé. Le convertisseur a le moyen de mesurer la tension à ce niveau-ci et a le moyen de décider par son contrôleur interne de faire transiter de la puissance depuis la batterie vers le circuit de distribution. De la même manière, il va aussi pouvoir mesurer la tension de la batterie et donc décider à un moment donné, s'il constate que, bon, c'est un petit peu contre-intuitif, mais j'ai essayé de garder l'exemple où je décharge la batterie, s'il constate que la tension de la batterie est trop importante par rapport à la cible, tension de batterie plus importante est synonyme d'état de charge plus important, il va chercher de nouveau à décharger la batterie en transférant toujours de la puissance depuis la batterie vers le circuit de distribution. Ça, c'est pour le principe. Maintenant, un cas d'application, disons, je me mets dans une situation où j'ai une charge informatique en courant continu et deux batteries qui sont connectées au circuit de distribution. Et au départ, ces deux batteries sont chargées à différents niveaux, de l'ordre de 50% pour la deuxième batterie et de l'ordre de 90% pour la première batterie. Et donc, tant que je n'ai pas encore démarré ma charge, on voit que la batterie la plus chargée va envoyer de la puissance sur le circuit de distribution et la batterie la moins chargée, du courant ici, la batterie la moins chargée va pomper cette puissance, pomper ce courant pour se recharger, ce qui va faire que les états de charge des deux batteries vont avoir tendance à s'équilibrer. Maintenant, après 10 secondes dans cet exemple-ci, je démarre ma charge. Donc la charge va chercher à soutirer un certain courant depuis le circuit de distribution. Et forcément, les deux batteries vont contribuer à alimenter cette charge avec des courants plus importants si leur état de charge est plus important. Donc c'est toujours la batterie 1 qui est la plus chargée qui va fournir le courant le plus important pour alimenter la charge. Et forcément, les deux batteries vont se décharger jusqu'au moment où j'arrête ma charge. Et de nouveau, je vais retrouver le phénomène de transfert d'énergie entre les deux batteries. La batterie la plus chargée, elle va continuer à se décharger de manière à recharger la batterie la moins chargée. Voilà une illustration d'une utilisation de convertisseurs dans un circuit de distribution en courant continu, où les convertisseurs, je vais dire, sont autonomes pour, même sans communiquer entre eux, s'assurer qu'on a une tension stable sur le circuit de distribution. Un autre exemple d'utilisation de convertisseurs dans un autre contexte, on va aller un petit peu plus loin de Liège, on va aller à Genk, où il y a un centre de recherche qui s'appelle Energieville, qui est constitué de chercheurs de l'université de Leuven, notamment de l'IMEC, un centre de recherche en électronique aussi à Leuven, et de l'université d'Asselt, par exemple, qui s'est spécialisé dans la recherche en énergie et même la valorisation, le transfert technologique de nouvelles technologies liées à l'énergie. Et ils ont notamment installé chez eux ce qu'ils appellent un nanogrid DC, un nanogrid en courant continu, dans leur bâtiment, qui est connecté aux panneaux photovoltaïques qu'ils ont sur leur toit, qui est connecté à des chargeurs de voitures électriques qu'ils ont dans leur cave, entre guillemets,
Et puis, ils ont le moyen de connecter différents équipements à leur circuit de distribution. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que ça illustre d'autres choix d'infrastructures que je mentionnais tout à l'heure. Notamment, ils utilisent 3 conducteurs, c'est un réseau qu'on appelle bipolaire, 0 volts, plus ou moins 350 volts, et ils utilisent un niveau de tension différent de celui que j'ai choisi de traiter régulièrement depuis tout à l'heure. C'est bien plus ou moins 350 volts et pas plus ou moins 200 volts, donc 400 volts entre les 2 conducteurs, comme je l'illustrais jusqu'ici. Ce qui permet, par exemple, de pouvoir fournir 350 volts à certains équipements ou pouvoir fournir un support de 700 volts, par exemple, à des onduleurs photovoltaïques. Enfin, c'est plus des onduleurs à ce moment-là, mais des convertisseurs photovoltaïques. En tout cas, si je prends un exemple simple où je vais connecter des panneaux photovoltaïques entre le conducteur de tension nulle, je vais dire, et le conducteur négatif, et puis je vais connecter une charge entre le conducteur central et le conducteur positif, à un moment donné, je risque d'avoir un déséquilibre de tension entre les 2 parties. Je risque d'avoir un peu moins que 350 volts d'un côté, un peu plus que 350 volts de l'autre. À mesure que, par exemple, ma charge évolue, et donc j'ai besoin d'un moyen de rééquilibrer cette tension, et je vais faire ça avec un convertisseur. Avec un convertisseur particulier qui va se connecter aux 3 conducteurs et qui va permettre de transférer de la puissance d'un côté vers l'autre, du conducteur négatif vers le conducteur positif, par exemple. Et si on illustre l'effet de l'utilisation de ce convertisseur-là sur la tension des 2 conducteurs, on voit en noir la tension du conducteur négatif en valeur absolue, donc ce serait moins 350 volts, mais c'est plus facile à comparer si je lui donne le même signe. Et en rouge, la tension du convertisseur positif. Au départ, j'ai des tensions stables de plus ou moins 350 volts. Pour une situation stable où ma charge consomme une puissance de 100% de sa... 100% comme situation initiale, je vais dire. Et à un certain moment, je vais doubler la consommation de la charge. On voit qu'il y a un petit effet sur la tension. Il y a une chute de tension, une dizaine de volts. Mais grâce au rôle de ce convertisseur, grâce à ce convertisseur qui est connecté sur le circuit et qui va transférer une partie de puissance du conducteur qui n'est pas connecté à la charge vers le conducteur qui est connecté à la charge, cette chute de tension va être limitée et la puissance va très rapidement se stabiliser puisqu'en 50 millisecondes, je retrouve mon niveau stable de 350 volts. Voilà, c'était le 4e exemple de choix d'infrastructure, ce qui nous amène maintenant à la 3e partie pour discuter un petit peu de nouvelles applications de distribution en courant continu, mais histoire d'aérer un petit peu la présentation. Peut-être que je peux déjà vous proposer de poser quelques questions maintenant sur les 2 premières parties, si vous en avez. Dans le schéma précédent, oui. Avec le convertisseur qui va permettre d'équilibrer... ah, c'est l'autre, pardon. Il y a une différence entre... Voilà. Là, le régime de terre doit vraiment être bien adapté parce que comme on mesure sur les différences de tension entre les différents conducteurs, oui. Dans un régime de terre, c'est ça qui permet de faire la détection, enfin de faire la protection des personnes, puisque quand à un moment donné il y a une phase qui se met à la terre, il y a une sorte de détection, mais ce système-là qui mesure des différences et qui va chercher à les compenser, donc ça agirait au contraire, enfin je ne sais pas bien l'expliquer, mais c'est une façon de le régime de la Terre est connectée dans les autres. C'est une bonne remarque et j'ai aussi posé la question aux chercheurs que j'ai vu présenter ce sujet-là du régime de terre qu'ils utilisaient, et ils peuvent utiliser différents régimes de terre. Ça reste un labo et donc justement c'est l'intérêt
ils peuvent reconfigurer leur système dans différentes situations, ou selon différents choix d'infrastructure, mais le système fonctionne pour différents régimes de terre. Et donc, par rapport à ce que vous disiez, je pense que puisque ce qu'on mesure, c'est des tensions relatives, c'est bien une différence de tension entre deux conducteurs. Si on revient à l'exemple du régime IT tout à l'heure qui serait en flottant, là, tout va se déplacer. Donc oui, je suis d'accord que c'est un sujet sensible. La fraction de défaut de mise à la terre ne va pas être compensée par ce système d'équilibrage. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, effectivement. D'autres questions? Pas à ce stade. Oui. Oui, oui. Voilà, mettons que, comme vous dites, qu'il y a des défauts, qui apparaissent. Donc, normalement, ça doit être le disjoncteur différentiel qui devrait jouer son rôle. Et bon, c'est vrai que le différentiel, il détecte une différence de fuite de courant d'une bobine à l'autre, pour qu'il déclenche. Hein. Donc, voilà, cette différence, c'est du 30 milli, du 100 milli, du 300 mA. Ici, comment est-ce qu'il fonctionne? On ne sait pas. Donc, ce qu'on va utiliser donc, un différentiel en courant continu, je veux dire, ça n'existe pas. Mais ce qu'on utilise effectivement, c'est des dispositifs de mesure de fuite, donc des RCD, Residual Current Detector, qui vont jouer un rôle similaire. Maintenant, comment ça fonctionne exactement dans ce cas-là, ça je ne peux pas répondre. Il y a une détection par cet organe-là qui va envoyer une alarme ou qui va envoyer une information en tout cas. Donc, c'est là que je disais tantôt, en courant continu c'est plus simple, mais non, pas pour tous les points. Et ça, c'est un point pour lequel c'est pas plus simple, je pense, effectivement. La manière d'utiliser l'alarme qui va être générée par un certain dispositif, que ce soit un détecteur de courant résiduel ou un contrôleur d'isolement, tout à fait, ça reste plus compliqué. Et notamment par rapport au délai dans lequel on va pouvoir faire quelque chose par rapport à cette alarme. Si on veut travailler dans... Voilà, on est justement en interaction avec un fournisseur d'infrastructures télécom aux États-Unis. On va en parler un petit peu, enfin, je ne vais pas citer de nom spécialement, mais enfin, le contexte, on va en parler. Qui cherche à garantir pour le moment qu'on est capable de réagir dans les 5 millisecondes. C'est vraiment très 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 rapide. Et donc je parlais d'applications télécom, ce sera la troisième application que je proposerai de regarder un petit peu ici. La première, ce sera de parler un petit peu du contexte de data center, dans lesquels une distribution en courant continu va pouvoir permettre de mutualiser des sources d'énergie alternatives. Je me suis rendu compte après que c'était pas bien d'utiliser ce mot-là parce que c'était très connoté forcément, mais je ne parle pas de courant alternatif, je parle d'autres sources de courant que le réseau public. Deuxième type d'application dans le cadre d'infrastructures de transport où on va pouvoir alimenter des équipements distribués, par exemple le long d'une voie de chemin de fer, à partir d'un nombre limité de connexions. Je ne vais pas me connecter au réseau public à chaque aiguillage, je vais le faire à une cabine et puis je vais distribuer le courant qui vient de cette cabine vers les aiguillages. Dans le cadre d'un système d'une infrastructure de télécommunication, où toujours pour alimenter des équipements distribués, des antennes qui sont de plus en plus nombreuses et positionnées de plus en plus proches, j'ai envie de dire, on va pouvoir, grâce à un système de distribution en courant continu, minimiser les chutes de tension en alimentant le réseau de distribution par différents points, et pas uniquement par un seul point. On va le voir. Quatrième exemple, on va pouvoir combiner l'alimentation d'éclairage LED avec une infrastructure de gestion technique du bâtiment.
Et dernier exemple, finalement ça permettra de revenir sur quelque chose de simple et de synthétiser un petit peu ce qu'on a discuté jusqu'ici. Dans un bâtiment, on va pouvoir éviter un certain nombre de conversions entre sources et charges en courant continu. Mais commençons par les data centers. L'alimentation électrique dans un data center, ça constitue une partie significative de l'investissement. Vous voyez ici une représentation schématique des équipements d'un data center ou de la disposition dans un bâtiment d'un data center. Forcément, on a la salle serveur, mais on a des salles relativement grandes, d'une surface assez comparable finalement à la surface qui est utilisée effectivement pour les équipements informatiques, pour installer des batteries, pour installer un UPS et pour installer le dispositif de connexion au réseau électrique. Et cette alimentation électrique, elle peut être organisée de différentes manières. Forcément, la manière la plus simple d'y penser, c'est de se dire que je rentre dans le bâtiment avec mon câble qui vient du réseau public. Je passe, un petit peu comme dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, dans un UPS, un seul UPS pour tout le data center, qui est connecté aux batteries qui sont juste à côté. Et puis, une fois que j'ai passé l'UPS, je suis protégé contre les chutes du réseau ou les pertes de réseau éventuelles. J'alimente mes charges informatiques. Seulement, si mon UPS, cet UPS-là, il tombe en panne, je suis dans la même situation. J'ai le même type de problème que si je perds mon réseau. Donc, je vais dédoubler mon UPS. Et donc, on est fort dans cette réflexion de redondance dans un data center. Et donc, un premier type d'architecture auquel on peut penser pour... Évidemment, c'est pas bon, c'est pas grave. Pour un data center, c'est une infrastructure centralisée où j'ai toutes mes charges informatiques, tous mes serveurs ici. C'est fort comparable à l'image qu'on voyait juste avant, sauf que ici, je vais représenter deux UPS qui vont être alimentés indépendamment par deux connexions au réseau électrique et qui vont aussi avoir deux connexions batterie, si on veut, pour minimiser le risque de perte d'alimentation en cas de défaillance d'un des deux équipements. Et donc, c'est quelque chose d'assez rigide comme infrastructure parce que ça veut dire que je dois décider à l'avance, une fois pour toutes, de quelle capacité je vais avoir besoin, de quelle puissance je vais avoir besoin, même si je pourrais me dire, oui, et donc ça veut dire que je vais devoir dépenser directement beaucoup d'argent pour installer une puissance importante, alors que je pourrais me dire, je pourrais le dépenser progressivement au fur et à mesure que je vais pouvoir utiliser ou faire utiliser mes serveurs par mes clients. Mais dans ce cas-ci, j'installe un gros UPS une fois pour toutes et puis j'alimente mes serveurs, même si au départ, jour 1, ils ne seront peut-être pas utilisés, puis ils vont être utilisés de plus en plus. Au contraire, je vais pouvoir travailler dans une infrastructure décentralisée où je vais pouvoir peut-être installer une première partie, puis une deuxième partie, puis une troisième partie. Mais d'un autre côté, ça veut dire que je vais installer des unités plus petites, plus d'unités plus petites, et ça risque de me coûter plus cher, au total, pour la même puissance ou la même capacité. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? On voit quand même que la notion de décentralisation, elle a un intérêt. Et donc, je vais essayer de compenser les désavantages de la décentralisation en reliant mes différentes entités décentralisées par un circuit de distribution en courant continu, ce qui va me permettre par la même occasion d'alimenter, de recharger mes batteries ou de donner des alternatives au réseau et aux batteries en cas de défaillance du réseau de nouveau pour alimenter mes serveurs, notamment en termes de sources d'énergie renouvelables ou en termes de générateurs de secours. Je n'ai pas encore illustré cette notion-là juste avant, mais c'est quelque chose qui est quasi systématiquement présent. Finalement, oui, je vais avoir des batteries pour prendre le relais du réseau si le réseau chute,
mais mes batteries, elles ne vont pas pouvoir quand même tenir le coup très longtemps. Donc elles vont permettre de faire la transition finalement entre le réseau et un générateur de secours, le temps que le générateur démarre. Et dans ce cas-ci, je vais pouvoir, au lieu de connecter un générateur par point d'entrée décentralisé, je vais pouvoir en connecter un sur mon circuit de distribution en courant continu qui va avoir accès à toutes les unités décentralisées. Donc ça veut dire que au lieu de dimensionner indépendamment chaque source finalement et de me dire je veux que je puisse fonctionner avec une seule source au cas où les autres sont défaillantes. Donc si j'ai 1 mégawatt de charge informatique à alimenter, je veux être sûr que je peux les alimenter à partir de ma première connexion réseau ou à partir de ma deuxième connexion réseau si la première tombe, ou à partir d'un premier ensemble de générateurs si les autres ne sont pas accessibles, ou à partir d'un deuxième ensemble de générateurs. Et donc finalement, pour fournir 1 mégawatt de puissance, je me donne les moyens, je me donne accès à 4 mégawatts de puissance. Donc c'est quand même, en termes de surdimensionnement, assez important, mais c'est le prix qu'on choisit de payer pour garantir la continuité du service des charges informatiques. Ce vers quoi on va, c'est le fait de se dire, une autre manière d'assurer cette redondance, c'est de donner accès à des sources d'énergie plus diverses qui sont mutualisées à travers ce réseau de distribution en courant continu et qui permettent de se dire que pour alimenter mon mégawatt de serveur, je considère que ça reste suffisamment sûr si je me donne accès non plus à 4 mégawatts, mais à 2 mégawatts d'alimentation. Pratiquement, à quoi ça peut ressembler? Là où, en UPS centralisé, on a une grande et plusieurs grandes armoires de convertisseurs et de batteries qui sont tout au même endroit, on peut imaginer qu'au-dessus de mes armoires de serveurs, j'ai des petites unités de convertisseurs et de petites batteries, une par armoire, qui vont être toutes connectées ensemble. Comme ça, si à un moment donné, par exemple, j'ai une armoire qui demande plus d'énergie, le système d'alimentation de cette armoire-là, puisqu'il est connecté aux autres, il peut aller chercher de l'énergie dans les batteries de l'autre, par exemple, au moment où je n'ai pas de réseau. À quoi ça ressemble toujours? À quelque chose comme ceci, où on a des convertisseurs sur la partie supérieure et des batteries en dessous, des convertisseurs. Puisque je suis connecté à la fois au réseau, à une première connexion réseau et une deuxième connexion réseau, au cas où il y en a une qui n'est plus disponible, et puis à ce circuit de distribution en courant continu, j'ai 3 types de convertisseurs dans mon système d'alimentation, et puis j'ai des batteries en dessous. Tout ça, pas dans l'objectif que vous reteniez tous les détails, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir une vue d'équipement concret et pas juste des schémas. J'espère que ça concrétise un peu les choses. Deuxième type d'application, donc dans des applications de transport, et en particulier dans le chemin de fer, où si on se demande comment on va alimenter des aiguillages ici, on peut imaginer que chaque aiguillage, d'abord ils ne vont pas fonctionner, ils ne vont pas avoir besoin d'énergie de manière permanente, c'est à des moments particuliers quand on doit changer. Et donc ça veut dire qu'ils vont avoir besoin d'une quantité d'énergie relativement importante à des moments précis, et pas une petite quantité d'énergie de manière continue. Ils vont aller chercher cette énergie sur une ligne de distribution en courant continu qui va elle-même recevoir l'énergie d'une cabine peut-être relativement distante. Bon, ça veut dire aussi que si elle est relativement distante et que j'ai une certaine quantité d'énergie à
Alors, je dois m'assurer que je dois être capable d'amener une quantité d'énergie suffisante aux aiguillages quand il doit fonctionner. Ben, ça veut dire qu'il y a un courant relativement important qui doit pouvoir circuler sur ma ligne de distribution et qui doit pouvoir venir de suffisamment loin. Et donc, je risque d'avoir un câble relativement gros par rapport à la moyenne de la puissance que je dois amener là. Et donc, une chose à laquelle on peut penser aussi, c'est de se dire que, avec, de nouveau, mes sources d'énergie alternatives, mes batteries et mes panneaux photovoltaïques, par exemple, je peux venir connecter tout près des aiguillages des petites entités, des petites cellules de production pour compenser ou pour fournir cette puissance relativement ponctuellement et éviter de devoir surdimensionner ma ligne de distribution parce que si on imagine même que je n'ai pas de panneau photovoltaïque, que je n'ai que des batteries, ben mes batteries vont pouvoir fournir une puissance suffisamment importante au moment où les aiguillages en ont besoin et puis se recharger à un rythme très lent depuis la cabine qui est loin quand les aiguillages ne fonctionnent pas. Et donc, au lieu d'avoir besoin d'un câble relativement gros pour amener une puissance relativement importante, mais pendant des petites périodes, je vais pouvoir avoir un câble plus fin. Et les voleurs, ils ne seront pas contents. Ah, ça, à mon avis, non, effectivement. Voilà pour un deuxième type d'application, donc dans le cadre d'une infrastructure de transport public, de voie de chemin de fer ici. Troisième application, une infrastructure de télécommunication. Qu'est-ce qu'on voit? Quelle est l'évolution qu'on observe dans les télécommunications? On travaille avec des fréquences de plus en plus élevées pour transmettre de plus en plus de données. On travaille donc avec des longueurs d'onde de plus en plus faibles et donc on doit mettre des antennes à des distances de plus en plus proches. On doit mettre de plus en plus d'antennes. Donc les portées des antennes sont plus courtes. Et donc, ça commence à poser question de devoir de nouveau ouvrir un point de connexion au réseau public pour chaque antenne. Et donc ce qu'on imagine, c'est de garder un point de connexion au réseau public là où j'ai l'antenne existante du réseau 4G, on va dire. Et puis, je vais aller installer mes antennes 5G dans la rue et je vais alimenter ces antennes-là, non pas avec de nouvelles connexions au réseau public, mais avec une ligne de distribution en courant continu. Et en plus, ça ne va pas être un câble qui ne fait que l'alimentation des antennes, parce que finalement, mes antennes, le premier objectif, c'est qu'elles reçoivent des données ou qu'elles envoient des données, et puis qu'elles les véhiculent vers les centraux, les outils de traitement de données. Et donc, de toute manière, il faut que j'ai un câble entre mes petites antennes 5G et les centres de traitement de données. Un câble de fibre optique à ce moment-là. Et donc, si je dois de toute manière installer un nouveau câble pour la fibre optique, autant y mettre aussi dans ce câble les conducteurs de courant continu. Et donc, on va retrouver plusieurs types d'équipements. Une entité principale qu'on va appeler un hub dans lequel j'ai ma connexion au réseau public, ma connexion, mon alimentation de l'antenne historique, j'ai envie de dire 4G, qui est relativement puissante, probablement plus puissante que les antennes distribuées de 5G. Éventuellement, une alimentation d'infrastructures de traitement de données qui essaie de se rapprocher aussi de plus en plus de l'endroit où les données sont émises et reçues pour accélérer le rythme de traitement de l'information. Et puis, l'alimentation de mon circuit de distribution en courant continu, qui va fonctionner à une tension plus élevée que la tension de fonctionnement des antennes. On parlait tantôt de standard de 48 volts pour
contexte des télécommunications, ben, mes antennes télécom, elles fonctionnent en 48 volts, mais transmettre de la puissance en 48 volts sur de longues distances, de nouveau, ça va me faire des câbles relativement gros. Donc, je travaille plutôt en 380 volts. Et ben, j'ai un petit convertisseur qui rediminue ma tension de 380 volts en 48 volts. Alors, petite illustration pratique de ce concept. Voilà. Forcément, ce n'est pas à ça que ça va ressembler en réalité, mais c'est un système de démonstration qui permet d'illustrer l'idée. Où est-ce qu'elle est ma souris? Ah, voilà. On retrouve les mêmes dessins. Donc ça, c'est le système d'alimentation qui est connecté au réseau public. Et puis ici, on retrouve un système qui illustre les antennes décentralisées. On vient de démarrer une des antennes. On vient de la connecter au réseau. Et donc, on voit que le réseau va fournir 1 kW, par exemple, qui va être transféré sur notre circuit de distribution 380 volts vers le pied de l'antenne et finalement être alimenté, fournir le kilowatt dont l'antenne a besoin pour fonctionner. Alors vous avez peut-être vu passer dans la vidéo, je ne l'ai pas cité tout de suite, que la tension qui apparaissait au pied de l'antenne n'était plus de 380 volts. Elle était de 370 à cet endroit-là peut-être. Et oui, ben, donc il y a bien des chutes de tension. Puisqu'on est sur des distances significatives, ici c'est peut-être 500 mètres, mais d'abord ça n'empêche pas le système de fonctionner, et puis en plus, puisqu'on est en courant continu, on peut imaginer de manière très simple finalement, connecter le circuit de distribution à un deuxième point d'alimentation qui va permettre de limiter la chute de tension qui apparaît à cette deuxième antenne. Donc, si on se focalise sur la deuxième antenne ici, peut-être qu'on était à 300 volts à cet endroit-là, avec un seul point d'alimentation, et on va repasser à 350 volts si on connecte un deuxième point d'alimentation. Alors, je dis de manière très simple, parce que si on était en courant alternatif, ben, pour que les deux puissent fonctionner ensemble, il faudrait s'assurer qu'ils soient synchronisés, que leur onde de tension ait la même phase et la même fréquence. Et ça, ce n'est pas simple à réaliser. Ça, c'était une troisième application. Quatrième application, de l'éclairage, où ici, je prends un exemple d'une société avec laquelle on est en contact, une société française, qui fournit un système d'alimentation d'éclairage en Power over Ethernet, PoE. Donc c'est de nouveau l'utilisation d'un câble pas dédié au départ à de l'alimentation électrique, mais pour de l'alimentation électrique et pas uniquement pour de l'alimentation électrique. Un câble Ethernet, où à partir d'un boîtier dans lequel on va venir connecter plein de câbles Ethernet, on va alimenter nos éclairages LED, mais on va aussi pouvoir les contrôler. Et on va aussi pouvoir, via cette même infrastructure, interagir avec un certain nombre d'objets connectés et transférer des données. Et de manière encore un peu plus intéressante, on va pouvoir même interagir avec différents types d'utilitaires du bâtiment, les LED, mais aussi des stores et aussi des systèmes de conditionnement d'air. Et par rapport à une infrastructure classique, où on a nos LED qui sont gérés par une entité centralisée, nos systèmes de conditionnement d'air qui sont une autre entité, qui sont reliés à une autre entité, et nos stores qui sont reliés à une troisième entité, on voit qu'en termes de câblage, ça devient compliqué. Mais si je travaille qu'avec des câbles Ethernet, finalement, je ne dois pas trop me poser de questions
relier les entités de même nature ensemble, puisque de par le fait que j'ai des données qui transitent sur ces câbles-là, je vais pouvoir reconnaître qui est qui, même si les câbles reliés, par exemple aux lampes LED, ne sont pas tous reliés entre eux. Donc ça simplifie l'architecture. Dernier exemple d'application, une autre société suédoise ici, qui propose un système qui propose différents équipements qui permettent de créer un micro-réseau DC pour un bâtiment, un nanogrid DC. Je dis différents équipements parce que ce n'est pas nécessairement le même convertisseur ou le même appareil qui va servir d'interface entre le micro-réseau et les différentes entités, en particulier le réseau alternatif, les bornes de recharge, les éclairages LED ou les panneaux photovoltaïques. Par exemple, il va quand même falloir un convertisseur courant alternatif, courant continu pour interfacer le micro-réseau du bâtiment au réseau public. Et dans cet exemple-ci, ce convertisseur ou ce système de conversion va pouvoir être construit à partir de 7 kVA. Et puis c'est un système modulaire, donc on peut monter en puissance en fonction des besoins du bâtiment. Forcément, il est connecté à notre circuit de distribution qui est ici à 760 volts. Donc là, on a encore un autre exemple de tension. On reste dans les mêmes considérations que ce qu'on a vu jusqu'ici. Et un troisième exemple, c'est un convertisseur courant continu, qui lui a une puissance de l'ordre de 6 kW, qui permet de contrôler la production photovoltaïque. Tout ça m'amène vers une petite conclusion. On a vu donc ce soir ensemble que il y a plusieurs éléments qui font que la distribution en courant continu revient à l'ordre du jour. L'avènement des sources d'énergie renouvelables décentralisées, notamment, fait que au niveau local, au niveau privé, je veux dire, on retrouve de plus en plus, on va trouver de plus en plus de circuits de distribution, en particulier internes au bâtiment, en courant continu. Et ça va permettre de profiter de plusieurs avantages, un meilleur rendement, une intégration plus simple des sources et des charges en courant continu, et le fait de ne pas devoir s'encombrer de certaines complexités du courant alternatif, la puissance réactive, la fréquence. Évidemment, on n'a rien sans rien, il va falloir utiliser les équipements adéquats pour fonctionner en courant continu, en particulier de manière à assurer la sécurité des personnes. Et ces équipements, on n'a pas nécessairement encore les moyens de les choisir de manière tout à fait standardisée. Les normes qui permettent ou qu'on a l'habitude d'utiliser en courant alternatif, elles n'existent pas nécessairement de manière encore suffisamment précise pour le courant continu, en particulier dans le RGIE, et ça ce sera le rôle de Volta dans les prochains mois, années, de faire évoluer la législation de manière à pouvoir utiliser de manière plus large le courant continu. Ce qui m'amène vers une petite perspective qui nous relie, Volta et nous, dans les prochains mois, en tout cas on l'espère, un contexte dans lequel Volta pourra faire, ou se donne comme mission de faire évoluer le RGIE. C'est un projet subsidié qu'on vient de déposer lundi au pôle Mécatech, donc c'est très récent, qui a pour objectif d'installer un projet, un micro-réseau pilote de distribution en courant continu entre différentes entreprises du zoning des Hauts-Sarts, ici à Herstal. C'est un projet pilote, donc ça permettra d'évaluer différents choix d'infrastructures, comme on l'a vu précédemment, mais ce ne sera pas nécessairement le choix le plus optimal.
ou ce ne sera pas nécessairement le choix qui permettra de véhiculer le plus de puissance ou ce genre de choses. Mais ça permettra de se rendre compte à taille réelle de la faisabilité de la distribution en courant continu. Et pour aller un petit peu plus loin, on aura au moins une connexion, mais peut-être plusieurs, au réseau public. Justement, on va voir un petit peu, on va étudier quelles sont les conséquences de ce type de choix. Ça nous permettra de connecter à ce réseau, à ce micro-réseau de distribution en courant continu, les différentes entités dont on a parlé jusqu'ici qui fonctionnent en courant continu. On gardera sans doute certaines conversions pour alimenter des charges en courant alternatif. Ça incitera certainement certains acteurs du micro-réseau à installer chez eux aussi, alors qu'ils n'ont pas nécessairement aujourd'hui, des sources d'énergie renouvelables et des batteries. Et pour donner une petite précision technique qui nous concerne principalement chez CET, ça nous permettra de développer de nouveaux équipements de conversion comme un convertisseur 3 ports. Finalement, si on peut utiliser le même équipement pour faire fonctionner à la fois les panneaux photovoltaïques et les batteries, au lieu de 2 équipements séparés, ça permet quand même de gagner quelque chose. Et donc c'est la mission qu'on se donne de notre côté. Et on s'intéressera aussi à 2 types de charges particulières, comme exemple, toujours en courant continu, de l'éclairage public et des bornes de recharge. Voilà, alors, la guerre des courants est-elle relancée? Bon, je pense qu'on peut au moins dire que le courant continu revient bien à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une guerre? Parlons peut-être plutôt de compétition. Et qu'est-ce qui se passe souvent à la fin d'une compétition? On boit un petit verre ensemble, et les adversaires, même les adversaires boivent un petit verre ensemble. Donc je ne pense pas avoir vu des adversaires devant moi ce soir, mais ça me fera quand même bien plaisir de boire un petit verre avec vous, juste après ceci. Maintenant, si vous avez des questions, on peut toujours les traiter ensemble ou autour d'un petit verre. Quelle est la puissance maximum qu'on sait faire passer comme ça dans un câble informatique là, pour faire Power Ethernet, c'est 100 watts. Donc 100 watts, c'est très faible. Oui. Mais des LED ne demandent pas plus que ça. Mais c'est un peu pour ça qu'on voit effectivement le fait que dans leurs équipements, il y a plein de connexions. Quoi. Donc ils prévoient d'utiliser beaucoup de câbles pour quand même pouvoir distribuer une puissance suffisante.